désolé pour le patient. Ici, on est dans le service des urgences du CHR de Liège. Ce service d'urgence est un des plus grands de Wallonie. Nous avons une grosse équipe infirmière, puisqu'ils sont plus de 70, une quinzaine d'aides hospitaliers qui accueillent les patients et les inscrivent, et plus d'une trentaine de médecins. Ici, nous avons 22 lits. Au début de l'épidémie, 6 lits sont restés en circuit non Covid, et le reste a été aménagé en circuit Covid. Et donc, il faut imaginer qu'il y avait plus de cloisons et le personnel qui était dans cette zone-là était complètement équipé à chaque prise en charge de patient. Et on travaillait en binôme, un infirmier qui entrait dans la chambre du patient et un autre qui l'attendait en dehors pour notamment recevoir tout ce qui était prélèvement. Il était important qu'on soit très précis quant à la manipulation et risque de contamination pour le personnel lui-même. On a vécu des choses difficiles, le personnel a dû faire des choix à certains moments. Le fait de ne pas accepter les accompagnants, c'est aussi très compliqué de voir la détresse des patients et d'être en fait pour finir la seule personne qui va avoir un lien avec ce patient, sa famille ne pouvant pas entrer chez nous. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a été compliqué et imaginer une situation sans confinement, je pense que ça aurait été encore beaucoup plus difficile et qu'il y aurait eu probablement beaucoup plus de décès. Le drive sert notamment à dépister par le frottis nasopharyngé le Covid. Au départ, ce drive a été mis en place pour dépister le personnel soignant symptomatique ainsi que les patients symptomatiques. Actuellement, nous dépistons donc tous les patients qui vont être hospitalisés, tous les patients qui sortent de l'hôpital, qui vont en maison de repos, ou dans d'autres institutions. C'est qui a parlé ça? C'est le médecin? C'est le médecin qui vous a... Ah ouais, mais moi je ne peux pas accepter ça, moi. Au début de la crise sanitaire, on ne savait pas très bien non plus à quoi s'attendre. On ne connaissait pas le Covid, on n'en connaissait pas non plus les conséquences. Donc c'est vrai que d'abord il y a eu un peu la peur de l'inconnu. On ne savait même pas non plus combien de temps pouvait durer ou peut durer la crise. Le Covid n'a toujours pas disparu, donc on continue à travailler masqué, ganté. Quand la crise a commencé, moi personnellement j'ai surtout eu un peu peur au niveau du matériel. Faut dire qu'on n'avait pas l'habitude de devoir faire des restrictions comme on a dû faire. Bien qu'ici à la Citadelle, on a quand même eu de la chance, on n'a pas manqué vraiment de matériel, mais bon, on a vraiment dû faire très attention. Le matériel a été distribué vraiment au compte-gouttes. Oui, ben, je pourrais le rajouter, hein, pour patient Covid. Moi, tu vois, je pars du principe du gouvernement. Hein. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça va? Allez, tantôt. Et donc, voilà. Quand on parle des équipements de protection, il est clair que les hôpitaux se sont débrouillés au départ tout seuls et il aurait été logique que des stocks soient prévus pour ce genre de situation. C'est un questionnement qu'on a tous eu et qu'on a du mal à comprendre pourquoi le gouvernement n'a pas pu répondre à ce besoin élémentaire de protection du personnel. Certaines décisions qui ont été prises par le gouvernement nous ont réellement interpellés et à certains moments une non-compréhension des décisions et des choses à mettre en place sur le terrain, le manque de tests, le manque d'équipement professionnel, ce genre de choses-là. Je pense qu'il faut en tirer des leçons de ce qui s'est passé et du manque de prévoyance que le gouvernement a eu. Christelle,
Tu pourras sonner à Mirella pour dire que je n'ai pas besoin d'elle demain matin. Je suis arrivée un jour matin, habillée en blanc, avec un masque, et je suis entrée dans une salle que je ne connaissais pas. On est vraiment dans le vif, quoi. Il y avait la peur, il y avait le risque de contagion. Ça, on est complet. Il y a tout d'un matériel devant toutes les chambres. Tout est sécurisé, personne ne peut entrer n'importe comment dans les chambres. On a eu alors des séances d'habillage, déshabillage pour les tabliers et tout ça. Et du coup, ça déshumanise un petit peu les choses, ça c'est clair. Je ne me serais jamais dit que j'irais travailler d'abord dans une salle Covid et travailler avec des gens qui venaient de toutes les destinations. Enfin, on avait des gens de polyclinique, des gens de polysomnographie, des gens de gériatrie, des gens de chirurgie, des gens de médecine. Enfin, vraiment, ça a été un panel au niveau des infirmières, des médecins, la même chose. Et voilà, c'est une très belle rencontre et je crois que les patients en ont beaucoup bénéficié du bien, enfin, du fait de bien être ensemble. Parce que c'est vraiment très dur. Hein. On se rend vraiment compte qu'on est sur au front, là, hein, qu'on est vraiment devant quelque chose qui fait peur et qui fait peur à tout le monde. Et voilà, on n'est pas non plus toujours sûr de la finalité non plus. Hein. Ce virus a été quand même très mortel. Alors oui, j'ai vécu aussi la mort, que je n'avais plus vue depuis un bon moment. Là aussi, j'ai essayé un petit peu de pouvoir donner ma part en me disant, quand on travaille en psychiatrie, c'est plus facile, on a mieux les mots, entre guillemets. Personne n'a vraiment baissé les bras et je crois qu'on est tous allés, comme si c'était... Enfin, on s'est tous battus, franchement. Et les patients aussi. Dans un moment vraiment très, très difficile. Nous sommes dans un service de psychiatrie adulte, c'est la salle 23. Nous avons ici à la Citadelle 2 unités de soins de psychiatrie adulte, la salle 21, la salle 23. Oui, mais ça, c'est en juillet, ça sera bien. Nous traversons la pandémie, la crise apparemment s'atténue. Nous ne savons pas comment vont se présenter les jours à venir, mais ceux qui viennent de passer ont été stressants. Nous avons reçu des patients qui ont décompensé à l'extérieur parce qu'ils ne se sont plus retrouvés, ils n'ont pas compris les mesures sanitaires qui étaient imposées, le confinement du jour au lendemain, se retrouver enfermés chez eux sans aucun contact avec des professionnels qui les suivaient ou des proches. Ils sont venus à l'hôpital et qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'hôpital? Une deuxième sorte de confinement. Ça a été difficile, donc les patients n'étaient pas bien ni à l'extérieur ni ici. Il a fallu gérer tout cela. Et puis, même si un être humain peut être fragile à un moment donné, la psychiatrie est un domaine particulier. Il fallait faire respecter le confinement ici aussi. Qu'est-ce que nous faisons en psychiatrie? Accompagner les patients, les écouter, mais cela n'a pas été possible avec le confinement. Donc la gestion de la fragilité, du stress des patients a été très très difficile. C'est fini, fini. On va aller boire, promis. C'est fini, regarde, on se rhabille. Voilà. Je suis pédiatre, je travaille ici au CHR de la Citadelle avec à la fois une casquette de médecin spécialisé en maltraitance et en médecine psychosociale et travaillant également dans ici ce service d'infectiologie et pneumologie pédiatrique.
La pédiatrie psychosociale, c'est la prise en charge de l'enfant dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois de sa santé physique, mais aussi en s'inquiétant de comment va sa famille, comment est-ce qu'il évolue dans son système familial, est-ce qu'il est exposé à des dangers ou pas, comment est-ce qu'il se développe dans sa vie familiale et scolaire de façon générale. Et quand on fait ça, on dépiste tout un tas de situations où l'enfant peut être en souffrance, soit par négligence, soit par maltraitance physique ou sexuelle, ou simplement parce que la situation familiale est difficile. Ce qu'on craint, c'est de voir arriver des situations familiales qui vont être encore plus compliquées, puisqu'on sait qu'hélas, le Covid-19 aura fait des dégâts sur le plan financier, sur le plan économique, avec des familles où on va voir des parents qui ont perdu par exemple leur emploi. Si la situation était déjà compliquée au départ, avec des familles fragiles, avec des familles qui avaient besoin de soutien, on sait que toutes ces complications qui vont arriver en effet secondaire, rebond de la pandémie, vont fragiliser encore plus ces enfants et leurs familles. Et donc on s'occupe en pédiatrie psychosociale de tous ces aspects globaux pour essayer d'aider les enfants à se développer correctement au sein de leur famille. On s'est vite rendu compte que le confinement allait avoir des effets délétères. On s'est très vite inquiété de la recrudescence de la maltraitance intrafamiliale, en se disant mais des familles qui n'ont pas la chance de vivre dans un milieu ouvert avec un jardin, pouvoir s'aérer, des familles qui ont déjà des facteurs de fragilité au départ, comment vont-ils vivre le fait de vivre les uns sur les autres sans aucune échappatoire, avec des enfants qui ne vont plus à l'école, qui ne peuvent plus eux-mêmes s'échapper. Donc très vite on a anticipé ça, comme les violences conjugales. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'on craint une épidémie psychosociale après la pandémie. C'est-à-dire que tout doucement, on voit émerger des situations de fragilité familiale, de maltraitance qui arrivent progressivement. Et on est un peu comme au début de l'épidémie Covid, ça arrive tout doucement et puis on s'attend quand même à ce qu'avec l'ouverture, le déconfinement, on s'attend à voir une augmentation de ce genre de situation. Bonjour. Ouais. On dit un truc, le dossier de patient qui vient de revenir, avec les surveillances. Mais je veux aussi pour M. Kinderman. Parce qu'en fait, ça passe au jeu de notre prostate, le cancer de prostate. Il avait rendez-vous chez moi demain, puis il m'a sonné en me disant qu'il fallait soutenir que ça n'allait pas. 15 heures, il est désaffecté. Désaffecté, il faut pas visiter, il ne savait pas. Oui, j'ai vu qu'un salle, on a même débordé sur l'autre côté, c'est le bordel. Je ne dis pas que c'est ça, mais... Oui, ça va être le bordel, je te garantis. Et puis, quand on transfère les derniers patients, mais lui, il ne se rend pas compte que les salles, ils ne vont pas accepter. Nous sommes dans une salle qui a été exclusivement réservée pour les cas de Covid-19. Donc toute personne qui arrive, même les personnes qui sont en suspicion, viennent d'abord ici dans ce service-ci. Et dès qu'on a les résultats positifs ou négatifs, s'ils sont positifs, ils restent dans ce service-ci et c'est consacré exclusivement que pour ça. On ne doit rien oublier, tout doit être désinfecté, tout. Car le patient est susceptible de toucher tout dans la chambre, donc nous sommes obligés de vraiment passer partout pour pouvoir désinfecter correctement toutes les surfaces. Entre une désinfection et un nettoyage normal, il fallait être encore plus précis, encore plus minutieuse, donc le stress psychologique était là aussi parce que bon, la peur d'oublier quelque chose, sachant bien que c'est un virus qui se propageait assez vite. Et alors, puis même au niveau familial, on rentrait chez nous, on était fatigués, on était épuisés. Et la peur, encore une fois, de ramener les microbes à notre famille, quoi. Et je pense que ça a eu un gros effet de stress et de fatigue énorme. Ouais. Énorme. Et la famille, bon, elle en prend un coup parce qu'on est fatigué, on est irritable, toujours de mauvaise humeur malheureusement parce qu'on retourne à la maison avec un stress permanent. Et donc vous avez pris des risques importants pour votre santé?
Oui, mais ça fait partie de mon travail, donc je ne me voyais pas refuser. Parce que quand on travaille dans un milieu hospitalier, je pense que ça fait partie de notre boulot. Et ça fait partie de mon travail, donc oui, c'est un risque pour elle qui est plus âgée et moi qui suis asthmatique. Mais ça fait partie de notre boulot et on est là pour ça. Les applaudissements des gens à 20h aux fenêtres, vous les avez pris pour vous aussi un peu? Non, moi pas. Moi non plus. Pourquoi? Parce qu'on ne parlait que de milieux médicaux, et voilà, et les aides-soignantes, et pas nous autres, voilà. Je peux penser qu'il y a des gens qui ont certainement applaudi pour nous aussi, mais je pense que la première chose à laquelle on pense quand on parle de personnel de première ligne et ou personnel soignant, c'est exclusivement les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Je pense que c'est plus globalisé dans cet effet-là. Je pense que les journalières et les agents d'entretien on sait qui on est là, les gens savent que nous sommes là, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'on était en première ligne aussi. C'est nous qui avons dû désinfecter ce virus. C'est grâce à nous qu'il n'a pas pu se propager outre mesure. Donc je pense qu'on a un travail très très important aussi et que ça doit être reconnu aussi comme un travail. Voilà, c'est un travail qui doit être consciencieux. Nous aussi, on doit être consciencieux dans ce qu'on fait. On est fatigué, on est sur les gens tout le temps, donc c'est un travail qui doit être reconnu tout autant que le personnel soignant pour moi. Eux ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Et c'est une chaîne. Ouais. Et chaque maillon, pour moi, est important. Ouais. Que ce soit de l'homme du technique à la salle des cuisines, à nous, aux médecins, on est tous importants dans un hôpital. Et je pense que, voilà, on a tous besoin les uns des autres. Oui, tout à fait, mais il était aux urgences quand je devais la voir. Et ils m'ont dit, on se connaît. Becky. À 8h, ça se termine et ils commencent à préparer pour le dîner en fait. Ici, on est sur une équipe de plus ou moins 90 personnes. On produit plus ou moins 2200 repas chauds pour les patients, ainsi que 650 sandwichs pour tous nos hôpitaux de jour. On a également une partie cuisine réservée au restaurant et donc là qui est dédiée au personnel mais également aux patients ou aux accompagnants. Au tout début, ça a été un peu un moment de panique de se dire oh là, qu'est-ce qui se passe et de se dire comment on va gérer puisqu'on est dans une cuisine qui sert à manger aux patients et donc il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de possibilité d'avoir un jour off. Donc ça a vraiment été de réfléchir avec l'équipe de qu'est-ce qu'on peut faire. C'est clair qu'on a eu des gens qui sont tombés malades, qu'on a dû remplacer, qu'on a dû trouver des solutions, mais la grande majorité est restée au front et présente malgré le stress, malgré l'angoisse, la peur. On a mis en place des sets disposables pour les patients Covid qui étaient dans ces cas-là jetés en salle et qui permettaient d'éviter tout risque de contamination pour notre personnel. On l'oublie souvent, on est les petites fourmis de l'ombre, mais clairement notre travail est essentiel. Je pense qu'on oublie souvent qu'un patient qui est hospitalisé ici, une partie de sa guérison passe aussi par son plateau. Et donc par rapport à ce qu'on va lui apporter, par rapport à la qualité des produits, par rapport à la présentation de ce qu'il va recevoir. Et donc ici on a une chance extraordinaire, c'est qu'on fait tout en interne. Et il faut absolument que tout ça soit remis en lumière, revalorisé, parce que ce qu'ils font ici est exceptionnel. Ils ont été aussi au front, ils ont travaillé 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ils n'ont pas de congé, les fériés, ça n'existe pas chez nous. Et ils sont toujours là, il y a toujours une équipe qui fonctionne, et cette cuisine fonctionne tous les jours. Il ne faut pas négliger ce qu'ils font. On a pu le voir à la chaîne de portionnement. En général, elles sont toutes petites. Et vous voyez les chariots qu'elles poussent. Elles manipulent des plateaux qui sont quand même pesants parce que c'est fameusement lourd. C'est 2200 plateaux qui sont portés chaque jour et mis dans des chariots, poussés. Vous êtes dans un environnement aussi où il y a énormément de bruit dû aux machines. Donc non, les conditions de travail ne sont pas toujours évidentes.
il est très difficile pour la majorité de mes agents d'arriver à boucler, on va dire, clairement les fins de mois. J'ai pas mal de personnes qui vivent seules, qui sont des femmes seules ou des femmes au foyer avec des petits bouts et ça, c'est vraiment difficile pour elles. Donc les 3/4 essayent d'avoir des aménagements de temps de travail, mais le problème, c'est que du coup, elles ont plus de temps à la maison, mais perdent au niveau salarial. Et donc ça, c'est très compliqué pour elles d'arriver à gérer leur vie de famille, de mère et leur vie professionnelle, et pour pouvoir garantir d'avoir tous les jours quelque chose à manger dans les assiettes de leurs enfants. Je pense qu'il est temps qu'on ouvre les yeux sur le travail qui est réellement réalisé. Quand je vous parlais des services essentiels qui ont contribué à ce que la gestion de ce virus se passe au mieux, je souhaite souligner aussi le travail important que notre aide logistique a réalisé. Elle a été aidée de 2 autres aides logistiques qui sont venues en renfort, mais je tenais particulièrement à montrer le rôle essentiel qu'elle a pu jouer dans la gestion de l'équipement de protection pour le personnel de soins en interne au niveau des urgences. On parle beaucoup des métiers essentiels. Votre métier, il est essentiel aussi, vous avez l'impression? Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était essentiel ici aux urgences. Maintenant, c'est certain que depuis la crise, je me suis rendu compte à quel point il était, ouais. Encore plus. Ouais. Un service, quel qu'il soit dans un hôpital, ne peut pas tourner sans un bon fonctionnement logistique. Et donc, du coup, c'est essentiel. Et mes collègues n'ont pas à se tracasser du matériel qu'ils doivent utiliser. Tout est géré par moi. Dans une société, on peut dire qu'on est tous quand même essentiels l'un par rapport à l'autre. C'est vrai que nous, on nous a monté vraiment très haut parce qu'en disant il faut qu'il soit là. Et c'est vrai que c'était important, mais quand on voit tout le matériel qu'on a dû gérer, heureusement, des infirmières sont allées travailler au magasin de matériel médical. Les cuisines nous ont vraiment renforcés en repas. La pharmacie, enfin, toute l'institution, donc essentielle, on est un maillon dans une chaîne de gens essentiels, franchement, parce que moi je peux aussi dire qu'on aurait pu applaudir les caissières qui ont travaillé, qui ont quand même permis aussi que les gens puissent continuer à avoir des provisions, enfin voilà. Là, on parle beaucoup du personnel soignant, mais par exemple à l'hôpital, je ne sais pas si vous avez vu au drive, il y a 2 demoiselles qui font le secrétariat et qui, elles, ont dû mettre les pieds en plein dedans aussi. Et je pense qu'elles non plus ne sont pas assez valorisées. Et il n'y a pas qu'elles, il y a les techniciennes de surface, tout le personnel de cuisine, le personnel de transport, les ouvriers qui sont venus travailler ici. Donc je pense vraiment que d'une manière générale, le secteur des soins de santé a besoin d'une revalorisation. Et c'est urgent. Ce que j'ai sur mon masque ici, Take Care of Care, c'est une revendication, un cri qui est aussi adressé aux politiques. Parce que, comme vous le savez, il y a eu des restrictions budgétaires dans différents secteurs, notamment dans le secteur des soins de la santé. Il y a des répercussions sur la prise en charge des patients en hôpital, qu'il s'agisse de médecins ou du personnel infirmier. Les demandes sont de plus en plus croissantes, exigeantes, et pour bien s'occuper d'un patient, il faut avoir suffisamment de temps. La question de la finance des budgets des restrictions ne devrait pas rentrer en compte dans la prise en charge d'un patient. Or ici, ça fait quelques années qu'on subit ces conséquences-là, qu'on subit, c'est vrai, la diminution des lits, que nous aussi aux urgences, on est fort impactés parce que le fait de diminuer les lits, ça engendre des difficultés parfois pour faire monter les gens dans les services, etc. Et on a ce sentiment de plus en plus que que l'économie prend de plus en plus de place. Or nous, on est là pour soigner les gens. On a montré que les soins de santé, plus tous les métiers qui sont dans les hôpitaux, sont vraiment quelque chose de très très important pour la population. Donc les revaloriser là, certainement, c'est sûr. Et surtout nous donner les moyens de faire notre métier correctement
donc nous accorder des budgets et nous permettre de continuer d'abord de soigner, mais aussi d'avancer, de faire de la recherche et de progresser aussi au niveau de notre métier. C'est vrai que les applaudissements nous ont fait chaud au cœur, mais je pense que si on voit que les choses ne bougent pas suffisamment, il faudrait être à côté de nous pour réclamer que ça bouge et réclamer vraiment que les soins de santé restent une priorité dans l'État et qu'on arrête de nous couper les vivres progressivement parce que ça nous concerne, mais ça concerne surtout et avant tout le monde, la population en général. Tout le monde va à un moment donné avoir besoin des soins de santé. Donc je leur demande vraiment de nous soutenir dans le long terme. Et pas qu'en nous applaudissant, mais que si réellement à un moment donné on voit que rien ne bouge au niveau des politiciens, qui viennent nous soutenir pour faire avancer les choses. Nos métiers ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Le silence est une sorte d'acceptation. Si nous ne sommes pas écoutés, il faut peut-être sortir en rue. Il faudra unir nos voix. C'est à cause du vent. Les absences, c'est du sang.